Dans un quartier calme, une vieille femme noire vivant seule, connue pour toujours cuisiner pour ses voisins, menait une vie tranquille mais chaleureuse. Une nuit pluvieuse, elle ouvrit sa porte à un garçon de 10 ans, tremblant et couvert de bleu, fuyant un beau-père violent. Elle n'a pas posé de questions, elle l'a simplement accueilli, nourri, protégé et appelé la police. Des années plus tard, ce même garçon, désormais juge fédéral, revint pour la remercier et lui demanda de l'appeler « maman ». Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous la regardez. Nous aimons entendre vos pensées. Dans le coin tranquille d'un quartier de Géorgie, où les porches craquaient avec le temps et les magnolias se courbaient doucement sur les trottoirs fissurés, se dressait une modeste petite maison au bout de Willow Street. Ce n'était ni grandiose ni fraîchement peint, mais elle avait quelque chose qu'aucun agent immobilier ne pouvait lister, une âme. Les murs, bien qu'usés, avaient été imprégnés de décennies de rire, de musique gospel et du doux parfum du pain de maïs cuit au four qui semblait flotter autour des fenêtres comme un tapis de bienvenue dans l'air. C'était la maison de Mama Jo. Mama Jo n'était pas quelqu'un de célèbre. Elle n'avait pas de diplôme accroché à son mur et ne conduisait rien de plus récent que son pick-up Ford usé qui sifflait les matins froids. Mais tout le monde à Willow Street et au-delà la connaissait. Certains l'appelaient la sainte du porche, d'autres l'appelaient simplement maman. Elle avait une façon de faire, le genre qui vous donnait l'impression d'appartenir à un groupe, même si vous étiez juste de passage. Mama Jo avait 50 ans, bien que vous ne l'entendiez jamais le dire à voix haute. L'âge n'était pas quelque chose qu'elle portait comme un fardeau, mais comme une vieille courte pointe, décolorée par endroits, rapiécée de souvenirs, mais toujours chaude et belle. Elle vivait seule, non par malheur, mais par choix tranquille. Son mari était décédé depuis des décennies et ses enfants étaient dispersés à travers les États et les villes, occupés par leur travail, leur famille et leur propre vie. Mais Mama Jo n'a jamais laissé la solitude trouver une place dans sa maison. Sa table était toujours dressée pour plus d'une personne. Les étrangers devenaient des voisins, les voisins devenaient de la famille, et la famille, eh bien, elle n'a jamais abandonné la famille. Pas vraiment. Ce jour-là avait été comme tous les autres. Une lumière dorée se répandait sur son jardin où les tomates grimpaient aux clôtures et où les légumes verts à colle s'élevaient vers le ciel. Elle fredonnait un hymne tout en remuant un pot de gombo, épais et parfumé, chaque mouvement de sa main un rituel silencieux d'amour. La radio grésillait dans le coin, diffusant à moitié Louis Armstrong, à moitié de la musique statique, mais elle aimait ça comme ça. Elle bougeait lentement maintenant. L'âge avait fait son œuvre, mais son cœur battait aussi jeune et férocement qu'il l'avait toujours fait. C'était le genre de soirée où rien ne semblait urgent. Les enfants rentraient chez eux à vélo, les lumières du porche clignotaient comme des lucioles qui se réveillaient, et quelque part, un chien aboya une fois puis se tut. Mama Jo venait de sortir une poêle de pain de maïs du four, sa croûte étant parfaitement dorée quand elle l'entendit. Le son était doux, hésitant, à peine plus qu'un murmure de coups. Elle s'arrêta. Peu de gens venaient en si tard. Elle s'essuya les mains sur son tablier, le cœur ne battant pas la chamade, mais conscient. Le genre de conscience que seules les femmes comme Mama Jo comprenaient, ceux qui en avaient vu assez pour savoir que parfois les ennuis ne criaient pas, parfois ils ne faisaient presque aucun bruit. Elle ouvrit la porte et tout ce qu'elle pensait savoir sur la paix changea. Là se tenait un garçon âgé d'à peine 10 ans, trempé par la bruine qui avait commencé à tomber, les bras croisés fermement sur sa poitrine, frissonnant non seulement de froid, mais de quelque chose de plus profond. Sa peau était pâle sous des ecchymoses, un œil légèrement gonflé, le genre de blessure qu'on n'attrape pas en trébuchant sur une marche. Ses lèvres étaient gercées,
ses vêtements trop fins pour l'air du soir. Mais ce qui la brisait le plus, c'était la façon dont il la regardait, non pas par peur, mais par épuisement, comme quelqu'un qui a couru trop loin pendant trop longtemps et qui n'était pas sûr de savoir s'il courait vers l'espoir ou loin du désespoir. Il n'a pas dit grand-chose, juste 4 mots. « S'il te plaît, ne me fais pas partir. » Et Mama Jo, sans hésitation, tendit la main, non pas avec des questions, non pas avec des conditions, mais avec la certitude de quelqu'un qui savait que l'amour ne demandait pas d'explication. Elle l'a accueilli, a fermé la porte, et comme ça, un nouveau chapitre a commencé. Pas seulement pour le garçon, mais pour la femme de 72 ans, qui avait toujours cru que la porte d'entrée n'était pas censée être une barrière, mais un pont. La porte s'est refermée derrière eux avec un doux claquement final, celui qui sépare un monde d'un autre. Dans la cuisine de Mama Jo, la chaude lumière ambrée semblait s'enrouler autour du garçon comme un châle. L'odeur du pain de maïs et du gombo mijoté emplissait l'air, ancrant le moment avec un sentiment de chez-soi, même si le silence pesait lourd entre eux. Ils se tenaient dans l'entrée, faisant couler une petite flaque sur le linoléum décoloré, les bras toujours croisés, les yeux se dirigeant vers les coins comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un surgisse de l'ombre. Mama Jo ne l'a pas pressée. À 72 ans, elle connaissait la valeur du silence et son poids. Elle se tourna simplement vers la cuisinière, sortit un torchon propre du tiroir et le posa délicatement sur la table avant de verser la soupe dans un large bol en céramique. « Je l'ai fait avec du gombo et de la saucisse fumée, » dit-elle doucement, sans le regarder directement. « Il fait un peu chaud, mais c'est très doux pour le ventre. » Elle posa le bol, ajouta une épaisse tranche de pain de maïs, encore chaude du four, et recula comme un hôte, laissant de la place à un invité qui n'avait pas encore décidé s'il restait. Au début, le garçon ne bougea pas, puis prudemment, comme un animal errant faisant l'objet de tests. Il s'est approché de la table, ses doigts tremblaient lorsqu'il attrapa la cuillère. La première bouchée arriva lentement, presque de manière suspecte, mais la seconde arriva plus rapidement. Il ne parlait pas, mais son corps le faisait. L'affaissement de ses épaules, la façon dont sa respiration ralentissait, l'étincelle d'incrédulité que quelqu'un ait fait quelque chose juste pour lui. Maman Jo regardait depuis l'évier, essuyant tranquillement une assiette qui n'avait pas besoin d'être séchée sans jamais le quitter des yeux. Les ecchymoses sur son bras, juste sous la manche de son t-shirt trempé, en disaient plus que ce que sa bouche pouvait supporter. Elle en avait vu assez au cours de sa vie, vu ce dont les gens ne voulaient pas parler, ce que la loi omettait parfois et ce que les enfants étaient obligés d'endurer en silence. Quand il eut fini, il leva les yeux vers elle pour la première fois, et dans ses yeux, elle vit la question qu'il avait trop peur de poser. « Suis-je en sécurité ici ?» Elle hocha la tête comme si elle répondait à une prière plutôt qu'à un regard. « Tu as un nom, bébé ?» Sa voix était veloutée mais ferme, le genre de voix qui ne s'offusque pas lorsqu'elle est confrontée au silence. Le garçon hésita puis murmura « Nathan ». C'était un truc de cheval, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis un moment. Ou peut-être avait-il appris à arrêter de le dire quand personne ne l'utilisait gentiment. Mama Jo le répéta comme si c'était sacré. « Nathan », dit-elle en souriant doucement. « C'est un nom fort, fort comme des racines. » Il hocha la tête une fois, les yeux baissés, la voix à peine audible. « S'il te plaît, n'appelle personne. Je vais bien, je ne peux juste pas revenir en arrière. » Et c'était là. La supplication sous le silence, la terreur enveloppée dans l'obéissance. Maman Jo s'avança lentement, fouilla dans le tiroir près du réfrigérateur et en sortit une couverture afghane délavée. Elle le posa sur ses épaules avec le genre de soin qui le fit tressaillir. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça ne faisait pas mal. « Je ne te renvoie pas, chérie, » dit-elle calmement. « Pas ce soir, jamais en danger. Mais je dois appeler quelqu'un.
quelqu'un qui puisse t'aider comme il se doit? Tu es en sécurité ici jusque-là. Tu m'entends? » Ses lèvres tremblèrent à ces mots et, pour la première fois, une larme coula sur sa joue. Ce n'est pas tombé dans un sanglot. Il roulait simplement en silence comme s'il attendait la permission. Maman Joe lui prit doucement la joue, son pouce essuyant la larme avec toute la révérence d'une mère bordant son enfant. Elle le laissa à table et entra dans la pièce voisine, décrochant le téléphone à cadran qui cliquetait à chaque tour de cadran. Sa voix était posée lorsqu'elle donna son nom et son adresse au commissariat de police local, demandant « Non, je demande qu'un agent formé à la protection de l'enfance intervienne et qu'aucun uniforme ni gyrophare ne vienne déranger l'enfant qui recommençait à respirer. » À son retour, Nathan était recroquevillé sur son canapé, émitouflé dans son plaid, le bol de soupe vide posé délicatement sur la table basse à côté de lui. Il somnole déjà, ce genre de sommeil qui n'arrive qu'après une longue et intense peur. Maman Joe était assise à côté de lui, silencieuse, une main posée sur son épaule, sa présence comme une promesse silencieuse. Elle savait que le système ne faisait pas toujours les choses correctement, mais jusqu'au matin, et que quelqu'un frappe à la porte pour apporter des réponses, elle protégerait ce garçon de la nuit comme un bouclier et s'assurerait, pour une fois dans sa vie, qu'il ne soit pas seul. Les heures passaient tranquillement, enveloppées par le tic-tac de la vieille horloge murale et le souffle occasionnel du vent frôlant les fenêtres. Dehors, la pluie s'était réduite à un murmure, le genre de pluie qui effleure à peine les marches du porche, mais laissait l'air chargé de souvenirs. À l'intérieur, Mama Joe ne dormait pas. Elle était assise dans son fauteuil usé en face du canapé, un châle tricoté drapé sur ses épaules, les mains jointes sur ses genoux, ses yeux ne quittant jamais Nathan. Il y avait quelque chose de sacré à veiller sur quelqu'un qui ne savait pas encore comment demander protection. Elle l'avait déjà fait auparavant. Elle avait accueilli, nourri et gardé trop de morceaux brisés au cours de sa vie. Mais ce garçon était entré avec un silence qui criait et un calme qui tremblait sous chaque respiration. À l'aube, alors que la lumière filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle, elle entendit enfin frapper. C'était ferme, pas agressif, et quand elle ouvrit la porte, c'était exactement comme elle l'avait demandé. Pas de sirène, pas d'uniforme, pas de projecteur. Une femme se tenait là, peut-être dans la quarantaine, les cheveux tirés en arrière, un presse-papier à la main, les yeux calmes mais alertes. Son nom était Madame Raymond, une assistante sociale au département des services à la famille et à l'enfance. Elle parlait à voix basse, respectueusement, et Mama Joe appréciait cela. Nathan dormait toujours sur le canapé, enroulé dans la couverture comme si c'était un cocon. Elles s'assirent dans la cuisine, hors de portée de voix, buvant du café léger et partageant de dures vérités. Mama Joe a décrit les bleus, la peur dans les yeux du garçon, la façon dont il tressaillait face à la gentillesse. Madame Raymond hocha lentement la tête, prenant des notes avec un crayon mécanique qui grattait doucement contre son presse-papier. « Il a déjà couru avant » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour n'importe qui d'autre. Mais cette fois, quelqu'un a vraiment ouvert la porte. Quand le moment est venu de le réveiller, Mama Joe le fit elle-même. Elle s'assit à côté de lui, posa doucement une main sur son épaule et murmura son nom comme une berceuse à l'envers. Il remua, les yeux clignant avec la panique de quelqu'un qui s'attend à être enlevé. Mais ensuite, il la vit, juste elle. Et la peur s'apaisa, pas disparue, mais plus calme. « Nathan, bébé, » dit-elle doucement. « Il y a une gentille dame ici qui veut aider. Elle ne te fera aucun mal, mais il faut qu'on parle de la suite. » Il s'assit lentement, les bras serrés autour de ses genoux. Il ne regarda pas Madame Raymond, juste Mama Joe. « Dois-je partir ?» La question n'avait pas été posée avec rébellion. Il était silencieux, vaincu,
comme s'il connaissait déjà la réponse et se préparait à la douleur, Mama Jo prit sa petite main dans la sienne, son pouce traçant de lents cercles sur ses articulations. « Pas maintenant, et pas là d'où tu viens. Cela n'arrivera plus jamais. Tu m'entends » Madame Raymond s'agenouilla à côté d'eux. Son ton était professionnel, mais empreint d'une réelle chaleur. « Nathan, nous allons te trouver un endroit sûr, une famille d'accueil où tu seras pris en charge. Mais pour les prochains jours, si mademoiselle Joséphine est d'accord, tu peux rester ici pendant que nous travaillons sur les détails. » Mama Jo n'a pas bronché à l'utilisation de son nom complet. Elle hocha fermement la tête une fois. « Il a déjà une chambre ?» dit-elle, même si elle ne l'avait pas nettoyée depuis des années. Elle avait appartenu autrefois à son neveu, mais le lit était toujours là et la couette encore fraîche avec du savon à la lavande. « Et j'ai assez de provisions pour une semaine. Je n'ai pas besoin de chèque du gouvernement. Il a juste besoin de savoir qu'il ne retournera pas en enfer. » Nathan cligna des yeux à cela. Quelque chose entre l'incrédulité et l'espoir scintillait dans ses yeux. Mama Jo l'a aidé à se lever du canapé, l'a conduit dans la chambre d'amis avec ses murs jaune pâle et ses affiches de baseball délavées, et lui a dit qu'il pouvait déballer son cœur ici, un morceau à la fois. Plus tard dans la matinée, elle l'emmena faire du shopping, non pas pour des jouets, qu'elle n'était pas du genre à gâcher, mais pour des chaussettes sans trous, une brosse à dents à lui et une veste en jean d'occasion qu'il avait choisie avec un sourire si petit qu'il comptait à peine comme un sourire. Mais Mama Jo l'a vu, elle a tout remarqué. Au cours des jours suivants, pensa-t-il, pas tous en même temps et pas sans ombre. Il faisait des cauchemars, serrait les poings lorsque les gens marchaient trop vite et oubliaient parfois de parler. Mais à chaque fois qu'il se brisait, Mama Jo était là pour le maintenir en place jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau être entier. Elle lui a appris à remuer la rue sans la brûler, à écosser les pois avec patience et à lire le temps à la façon dont le vent bruissait dans l'arbre. En retour, il commença à lui faire confiance, non pas avec des mots, mais avec des actes, comme la façon dont il mettait la table sans qu'on le lui demande, ou la façon dont il appuyait légèrement sa tête contre son épaule pendant l'heure de l'Évangile le dimanche après-midi. Et quand Madame Raymond revint une semaine plus tard avec la nouvelle d'une place d'accueil disponible, Nathan ne pleura pas, mais ses mains tremblaient alors qu'il emballait ses affaires, quelques vêtements, un livre que Mama Jo lui avait donné et le petit carnet qu'elle avait glissé sous son oreiller. Sur la première page, de son écriture soignée et bouclée, elle avait écrit « Vous êtes vu, vous êtes en sécurité, vous êtes quelqu'un ». Il se tenait près de la porte, son sac à dos en bandoulière, les yeux rivés sur les marches du porche. « Est-ce que je te reverrai ?» demanda-t-il. Et Mama Jo, forte de 72 ans et toujours invaincue par le temps, tendit la main et lui prit la joue. « Tu le feras, ma puce. J'arrive tout de suite et tu reviens quand tu seras prête. Cette porte ne se ferme pas sur ceux qui ont besoin d'amour. » Il hocha la tête, les lèvres serrées, et suivit Madame Raymond dans l'allée. Mama Jo les regarda disparaître au coin de la rue, la main posée sur l'encadrement de la porte ouverte. La maison était redevenue silencieuse, mais quelque chose avait changé. Quelque chose de vivant avait pris racine. Et même si elle ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, la graine qu'elle avait semée en ce garçon à travers la soupe, le silence et le simple fait de le voir grandissaient déjà, s'étendant bien au-delà de Willow Street. Les jours qui suivirent dans le départ de Nathan s'étirèrent lentement, comme le temps lorsqu'on a pris quelque chose de cher, mais pas vraiment perdu. Mama Jo reprit ses habitudes, se lever tôt avec la radio gospel, cuire des biscuits au four à 7 heures, s'occuper de son jardin l'après-midi. Mais le calme intérieur avait changé. Ce n'était pas exactement de la solitude. Elle avait vécu seule pendant des années, mais maintenant le silence résonnait de souvenirs. Les pas d'un enfant résonnaient doucement sur le parquet,
le bruit de l'argenterie qui teinte doucement dans un bol, le faible murmure d'un garçon essayant de lire à haute voix. Pendant ce temps, le chemin de Nathan s'engageait sur une route bordée d'incertitudes. Le foyer d'accueil était sûr, du moins en apparence. Des vêtements propres, des repas réguliers, sa propre chambre, mais rien n'avait le goût du gombo de Mama Jo, et personne ne prononçait son nom avec la douceur qu'elle avait. Ses nouveaux tuteurs étaient gentils mais distants, faisant de leur mieux à travers l'épais brouillard du système. L'école était pire. Il était silencieux, décalé, souvent seul. D'autres enfants se moquaient de son silence, le prenant pour de l'arrogance ou de la maladresse. Il lisait ses mots chaque matin avant d'aller en classe, ses doigts traçant l'encre comme s'il s'agissait d'une écriture sainte. Vous êtes vu, tu es en sécurité, tu es quelqu'un. Cette seule page est devenue sa boussole. Cela n'a pas tout réglé, pas au début, mais cela l'a stabilisé. Au collège, il rejoint l'équipe de débat, se surprenant lui-même. Il a découvert que les mots pouvaient être une armure, une logique, une sorte d'épée. Au lycée, il a remporté des concours d'État. Il a obtenu son diplôme en étant le premier de sa classe. Grâce à une bourse, il est entré à l'université, déterminé non seulement à réussir, mais à construire quelque chose de plus grand que lui. Les années passèrent comme les chapitres d'un livre usé. Nathan a ensuite étudié le droit, a travaillé auprès de juges respectés et s'est porté volontaire pour des programmes de défense des jeunes, portant en lui le devoir sacré de protection. Il n'avait toujours pas de parents enregistrés. Aucun héritage ne lui a été transmis par le sang, mais il a porté les paroles de Mama Jo comme un héritage. Pour Mama Jo, la vie a ralenti avec grâce. Ses mains devinrent plus raides, ses pas plus délibérés, mais son feu ne s'éteignit jamais. Les enfants continuaient à frapper à sa porte pour des friandises le dimanche. Les adolescents continuaient à lui demander conseil lorsque le monde à l'extérieur de leurs fenêtres tournait trop vite. Elle n'a jamais fermé sa porte à clé. Elle n'a jamais cessé d'écouter. Elle n'a jamais cessé de croire qu'un seul acte de miséricorde pouvait changer toute la vie d'une personne. Et même si elle ne le savait pas encore, pas complètement, pas clairement, son nom était déjà prononcé dans des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés. Dans les salles de classe et les tribunaux, des histoires et des discours chuchotés par un homme qu'elle avait autrefois nourri de soupe et enveloppé dans un afghan. Mama Jo avait cru en lui avant qu'il ne sache croire en lui-même. Et ce genre de croyance, une fois implantée, ne se développe pas seulement, elle s'épanouit et devient un héritage. C'était un matin de printemps, frais et clair. Le genre de matinée où tout semblait fraîchement lavé par la pluie et où les promesses flottaient doucement dans l'air. Maman Jo était assise à sa table de cuisine, à la même place que d'habitude, la vapeur s'élevant de sa tasse de café au lait, ses mains enroulées doucement autour de la chaleur. Elle bougeait plus lentement maintenant. Ses articulations lui faisaient mal plus souvent qu'autrement, et sa respiration était parfois saccadée lorsqu'elle montait les marches du porche. Mais elle refusait de se laisser rapetisser par l'âge. Le monde avait changé autour d'elle. Les voisins avaient déménagé, les enfants avaient grandi, les magasins avaient fermé et rouvert pour une autre raison. Mais elle était restée enracinée comme le chêne de sa cour, dont les branches s'étendaient plus loin même lorsque son tronc s'érodait. Ce matin-là, elle triait une pile de vieilles enveloppes. Certaines étaient des factures, d'autres des circulaires qu'elle n'avait jamais lues. Mais l'un d'eux attira son attention. Une enveloppe épaisse de couleur crème sans adresse de retour, juste son nom écrit de la même écriture propre qu'elle n'avait pas vue en personne depuis des années, mais qu'elle pouvait reconnaître les yeux bandés. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée de manière nette. En haut,
Gravés à l'encre bleu foncé se trouvaient les mots « États-Unis District Court ». Elle s'arrêta, le souffle coupé. En dessous, une lettre, brève, mais saturée de quelque chose de lourd et de sacré. « Cher Mama Jo, demain, je prête serment en tant que juge fédéral. Il y aura des caméras, des journalistes, des discours. On m'a demandé de parler de mon parcours, de raconter l'histoire qui m'a conduit à ce banc. Je vais. Mais je voulais que tu aies ces mots en premier, car rien de tout cela, le titre, la robe, la loi, n'est à moi sans toi. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as nourri quand j'avais faim de plus que de la nourriture. Tu m'as donné un nom qui mérite qu'on lui réponde. Tu es la raison pour laquelle je me tiens là où je suis, non pas en tant que survivant, mais en tant qu'homme qui appartient à ce monde. Et demain, quand ils me demanderont qui m'a aidé à me construire, je dirai ton nom à voix haute pour que le monde le sache aussi. Je t'aime, Mama. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Ton fils, Nathan. La lettre tremblait dans sa main alors qu'elle la posait sur la table. Ses yeux, désormais humides du poids du souvenir, se tournèrent vers la fenêtre. Elle n'avait besoin de rien d'autre à ce moment-là, ni d'applaudissements, ni de récompenses, ni de défilés. Son cœur était rempli d'une telle manière qu'il ne laissait aucune place au regret. Elle avait toujours cru aux petites choses, aux repas chauds, aux oreilles attentives, à un endroit où reposaient ses pieds. Et maintenant, l'une de ces petites choses était devenue quelque chose de puissant. Elle pouvait voir Nathan dans son esprit, grand et sûr de lui, debout devant une salle pleine de gens qui seraient suspendus à chacun de ses mots, ignorant que la chose la plus forte dans cette salle était le souvenir d'une vieille femme en Géorgie qui avait un jour versé de la soupe dans un bol ébréché et avait dit « Vous êtes en sécurité maintenant ». Et puis est arrivée la diffusion. Il a été diffusé à l'échelle nationale, diffusé en ligne, partagé sur les fils d'actualité et dans les gros titres. Maman Jo n'avait pas d'ordinateur, mais le fils de sa voisine, Jamal, lui apporta le sien et l'installa sur sa table basse. « Il faut absolument que vous voyiez ça, mademoiselle Jo, » dit-il en souriant, comme s'il connaissait un secret sur le point d'éclore. Elle se redressa, les mains jointes, tandis que l'écran clignotait et qu'un sceau apparaissait. Le sceau du tribunal de district des États-Unis. Puis Nathan apparut, plus âgé, élégant dans sa robe noire, les épaules larges, la voix profonde et stable comme l'Évangile. Son discours commença par les honneurs habituels, les hochements de tête attendus. Mais ensuite, il leur parla d'elle, sans hésitation ni honte. Il leur raconta une nuit, il y a longtemps, où un garçon brisé frappa à la porte d'un inconnu et fut accueilli non pas par des soupçons, mais par de la soupe, du silence et de l'amour. Il leur parla de Joséphine Bellamy, alias Mama Jo, la femme qui m'a sauvé la vie chaque jour, en me rappelant que j'étais important. La caméra capta des murmures dans la foule, certains retenant leurs larmes, poursuivit Nathan d'une voix ferme. La justice, pour moi, a commencé avec les mains d'une femme de 72 ans, tenant fermement les miennes au-dessus d'un pot de gombo. Elle m'a appris la dignité, la miséricorde, ce que signifie appartenir. Mama Jo resta tranquille, la main sur sa poitrine comme si elle retenait une vague d'émotion. Le garçon du voisin la taquina. « Tu es célèbre maintenant. » Elle sourit doucement. « Bébé, j'ai été célèbre pour le seul cœur qui ait jamais compté. » Le lendemain matin, une voiture noire s'arrêta dans son allée, silencieuse. La porte s'ouvrit et il était là, plus grand, plus grisonnant aux tempes, mais toujours Nathan, toujours à elle. Elle ouvrit la porte moustiquaire avant même qu'il ne frappe. « Je suis rentré à la maison, » murmura-t-il. « Je ne suis pas ici pour te rendre visite. Je suis ici pour rester. » Et sans fanfare, la porte qui s'était ouverte pour sauver un garçon s'ouvrit à nouveau pour accueillir un homme,
un homme qui avait tenu sa promesse, un homme qui n'avait jamais oublié la main qui lui avait donné non seulement de la nourriture, mais aussi de l'espoir. Mama Joe, plus âgée que la plupart, se pencha dans ses bras. « Tu as mis du temps, bébé. » Un soir, le ciel se teinta de rose alors que Nathan la trouva dans son fauteuil à bascule, enveloppée dans une couette douce qu'elle avait cousue. Il s'assit à côté d'elle, prenant sa main, sentant à quel point elle était fragile. Il n'a pas parlé tout de suite, observant chaque détail. Puis, d'une voix ferme et douloureuse, il dit « Maman, j'ai réfléchi. Ça ne suffit plus que je vienne te voir. » Elle sourit paisiblement, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. « Je suis là maintenant, et je veux que ce soit officiel. Je veux que tu sois ma mère, pas seulement dans mon cœur, mais en tout. » Ses yeux brillèrent de reconnaissance. Sa main serra la sienne. « Tu l'as toujours été, mon fils, » murmura-t-elle. Nathan se pencha et l'embrassa sur le front, une promesse scellée non pas par une cérémonie, mais par le sang. Cette nuit-là, sous le toit où leur histoire avait commencé, il déposa les papiers qui la rendraient vraie sur papier. Il signa son nom avec révérence, Joséphine Bellamy, désormais sa mère par choix. Elle n'avait pas besoin du titre légal, mais il le lui donna pour l'honorer. Et à partir de ce moment-là, il l'appela maman, sans hésitation, sans explication, juste la vérité.